Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du calibre. Aujourd'hui, sur l'établi, on a une montre très spéciale, vous voyez, une Angelus, un chronographe, on voit qu'il est un petit peu vécu. C'est une montre que j'ai achetée sur eBay. Je vous parlerai un petit peu plus en détail de Angelus. Mais vous voyez, la montre n'est pas un super bêta, surtout le cadran est un peu abîmé. Le chronomètre, on voit que le chronomètre tourne, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle quand on achète une montre sur eBay parce qu'on ne sait pas du tout dans quel état on va recevoir la montre. Et souvent, des choses qui sont listées sur eBay, en plus, des fois, les montres sont révisées, mais en fait, quand on les met sur le Time Grapher, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas du tout révisées. Donc, on a une montre qui fonctionne. Vous voyez, avec le Angelus à l'arrière aussi, sur le boîtier arrière, je vais enlever ce vieil, ce bracelet là qui est un peu vieillissant. Là, donc, ça, on le changera. On mettra un bracelet un peu plus sympa à la fin. Mais là, on va se concentrer sur la montre. On voit une amplitude de 164, ça c'est très très bas. Et un comportement assez erratique. Elle gagne 20 secondes, elle perd 14 secondes. Donc, ouais, cette montre, et surtout quand on voit l'amplitude, elle a vraiment besoin d'une petite maintenance. Donc, ce qu'on va faire, on va complètement la démonter, voir si tout va bien à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va nettoyer tout ça et remonter. Et j'espère à la fin qu'on aura un meilleur résultat que ce qu'on a vu là tout à l'heure sur le Time Grapher. Donc, je vais ouvrir le boîtier à l'arrière avec ma petite balle de chez Burgeon. Là. Donc, ça, c'est un outil qui est très pratique pour ouvrir les boîtiers vissés. Et là, voilà, on tombe sur ce magnifique mouvement de chronographe. Alors, on n'est pas sur un mouvement Angelus. Angelus, malheureusement, c'est une marque qui a disparu. Alors, si même ils refont des montres, où la marque a été reprise assez récemment et refont des montres, c'est une des nombreuses marques suisses qui n'a pas subi, ben, en fait, qui n'a pas su survivre à la crise du quartz, malheureusement. Mais ils faisaient des superbes montres, des superbes chronographes avec des calibres, le 210, le 215 qui sont leurs propres calibres, et aussi des montres chronographes, triple date, enfin des montres assez compliquées et vraiment, vraiment très, très belles. Donc les gens qui collectionnent, les montres anciennes et notamment les chronographes, forcément, ils connaissent la marque Angelus, qui est une superbe, superbe fabrique, enfin, qui est une superbe manufacture pour les montres chronographes notamment. Donc là, j'ai enlevé la tige de remontoir, j'ai enlevé les vis qui tiennent en fait le mouvement à l'intérieur. Je regarde s'il n'y a rien, voir s'il tombe. Non, là on voit, j'essaie de faire actionner, voir si les boutons poussoirs peuvent lâcher le mouvement. Ah si, ça y est, il est venu, parfait. Parce que souvent, sur ces vieilles montres, les mécanismes sortent aussi par l'avant, donc il faut enlever la, la lunette à l'avant pour pouvoir sortir le cadran. Mais sur ce modèle-là, on peut le voir aussi d'ailleurs, les vis de quelle façon ils sont mis pour retenir le mécanisme à l'intérieur du boîtier. Donc là, j'ai aligné les aiguilles. Je vais pouvoir les retirer avec mon petit outil. Hop, voilà, on a retiré les aiguilles centrales, donc l'aiguille des heures, des minutes et l'aiguille des secondes du chronographe. On voit les aiguilles, elles sont pas en si mauvais état que ça. Alors le cadran, on essaiera de le nettoyer, mais beaucoup de gens me posent la question sur la restauration des cadrans. Alors la restauration des cadrans, je crois que c'est un métier à part entière, c'est super compliqué. Notamment si vous allez sur Instagram, il y a des gens qui font des vidéos de restauration de cadrans. C'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment quelque chose de très particulier si vous voulez une belle restauration de cadran. On est plus sur de la peinture là et du côté artiste, de la restauration d'un cadran plutôt que sur le côté mécanique, on va dire, d'un horloger. Donc c'est vraiment un autre métier. C'est complètement différent. Donc les cadrans, moi je sais pas c'est pas ma tasse de thé, puis c'est pas trop ce que j'aime dans une montre en fait à restaurer. Je préfère restaurer les mouvements que les cadrans. Donc si je veux restaurer un cadran, je fais appel à quelqu'un de spécialisé là-dedans, plutôt que d'essayer de faire n'importe quoi, sur un cadran. Donc là, on a enlevé le cadran. On va commencer à démonter le mouvement. Comme on l'a dit, le but là, ça va être de le démonter complètement. On va tout, 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 tout démonter pour, bien nettoyer les pièces, voir si rien n'est cassé et remplacer les pièces, si besoin. On remplacera des pièces si on voit qu'il y a des pièces qui sont endommagées ou qui sont usées. Et donc là, le but, ouais, voilà, ça va être de tout démonter. On va passer ça dans une machine pour nettoyer chaque composant et on va remonter tout ça correctement. On va huiler tous les mé toutes les
toutes les parties du mouvement qui doivent être huilées ou graissées et voilà, on espère avoir un mouvement qui tourne beaucoup mieux que ce qui tournait au début parce qu'on l'a vu quand on l'a mis sur le time grapher, c'était vraiment pas terrible comme résultat. Donc vous voyez, alors je me souviens plus exactement sur cette montre, mais quand vous achetez des montres sur eBay, souvent, bah, les gens, ils vont vous mettre, montre restaurée ou montre révisée et quand vous la mettez, alors c'était peut-être pas le cas de celle-là, mais j'ai déjà acheté des montres sur eBay ou même aux enchères, hein, dans des maisons d'enchères, avec des comportements, sur le time grapher qui sont identiques à celle-là. Donc toujours quand vous achetez une montre, prévoir un petit budget quand même parce que souvent, il faut réviser la montre parce que vous n'avez pas l'historique, vous savez pas quand est-ce que la dernière révision a été faite. Donc toujours garder un petit budget de plusieurs, parce que voilà, une révision de montre, ça dépend de la complexité de la montre et de ce qu'il y a bien sûr à faire sur la montre. Mais, souvent on en a pour plusieurs centaines d'euros pour faire une restauration, une révision de montre. Donc toujours garder un petit budget quand vous achetez une montre. Si vous bien sûr, comme moi, vous décidez de si vous voulez le faire vous-même, tant mieux. Mais si vous voulez faire appel à un professionnel, toujours mettre un petit peu d'argent de côté. Parce que voilà, vous voyez cette montre, si il y a plusieurs choses. Si je l'avais laissé tourner comme je l'ai acheté, forcément déjà le temps que le regarder, enfin, il aurait pas été très précis et de 2, vu les résultats, sans doute la dernière révision a été faite il y a très, très, très longtemps. Donc si on fait pas des révisions, c'est comme un moteur de voiture, si on l'huile pas, si on le graisse pas, aux bons endroits assez fréquemment, les pièces vont s'user et au bout d'un moment, une pièce usée, c'est irréversible, donc on pourra pas la revenir dedans. Donc il va falloir soit la réparer, soit la changer et là, forcément, votre révision, elle va coûter encore plus cher et surtout sur des montres vintage avec des mouvements qui sont assez uniques. On peut avoir des difficultés à trouver les pièces et les pièces peuvent coûter très cher aussi. Donc voilà, prenez soin de vos montres et surtout si vous en achetez, que vous n'êtes pas sûr de si la montre était révisée ou pas, au moins amenez-la chez votre horloger, puis il va la mettre sur le time grapher et il va voir si la montre, si elle tourne correctement. Normalement, il vous dira: il y a rien à faire. Vous avez acheté une montre en état et vous pourrez profiter de votre belle montre à votre poignet ou sinon, comme celle-là, vous voyez, si on met sur le time grapher, on voit de suite que la montre, le comportement est pas bon et il vous proposera sans doute une révision. Donc voilà, et surtout quand vous achetez une montre que vous ne connaissez pas, une vieille montre et que vous ne connaissez pas l'historique et que même j'ai dit malheureusement sur internet, il y a beaucoup de gens qui mentent sur l'état de la montre. Toujours la faire vérifier par un professionnel. Si vous n'avez pas le matériel chez vous, vous pouvez aussi acheter, si vous êtes un collectionneur ou si vous avez beaucoup de montres, vous pouvez acheter un time grapher, hein, ça coûte, une petite centaine d'euros, peut-être même moins, et avec ça, vous allez pouvoir vous mettez juste votre montre dessus et vous allez pouvoir voir de suite l'amplitude, combien de secondes elle perd par jour, le bitter et vous allez savoir si votre montre est correcte ou pas. Là, vous voyez cet outil, c'est un outil assez spécial pour retirer, en fait, la roue qui va donner l'énergie au mouvement de chronographe. Donc voilà, là j'ai enlevé la roue. La roue, elle est montée en friction sur un pivot de roue dessus. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil, spécialement conçu pour retirer ces roues-là. Là, j'enlève la puissance qui est dans le barillet, le ressort, voilà. Donc j'ai démonté toutes les pièces du chronographe parce que souvent, ça dépend les modèles, mais souvent on n'a pas accès sur des chronographes. Il faut démonter des pièces pour avoir accès justement au cliquet et pour pouvoir, retirer la puissance qui se trouve, dans le ressort de barillet. Vous voyez, il en reste encore un petit peu et ça, c'est typiquement le comportement, d'une montre, avec de l'huile ou de la graisse, voilà, qui a vieilli, qui a séché et qui crée un peu de friction entre les points de pivot. Vous voyez, quand j'ai enlevé, il y avait encore un petit peu de puissance qui était coincée dans la montre. OK, donc là, j'ai complètement enlevé les mécanismes du chrono. Donc on va continuer avec le petit pont ici, là où on a quelques roues, donc un petit pont des secondes si on veut, là avec 2 roues dessous, la roue d'échappement qui a toujours cette forme un petit peu spéciale là, voilà, c'est cette roue ici. Donc on voit le mécanisme, il est pas super propre, on voit il y a des petites traces, vraiment sur la surface d'humidité, de rouille. On peut pas dire qu'il soit vraiment très sale, mais on voit que ce mécanisme en effet, il a vécu. Et sans doute il n'a pas été nettoyé et révisé depuis un bon moment. On a vu aussi, sur le boîtier arrière de la montre, à l'intérieur, il y avait quelques gravures, des précédents horlogers qui avaient travaillé sur cette montre. Donc il y a souvent des fois ils mettent la date, souvent c'est des chiffres qui ont forcément
une indication pour l'horloger qui l'a fait, mais qui pour quelqu'un qui ne voilà, c'est son numéro de suivi si on veut. Donc quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ça rajoute pas d'informations. Moi personnellement, je suis pas fan de graver ou de mettre des choses à l'intérieur d'une montre. Je trouve que ça dénature, bah, l'état d'origine de la montre. Donc bon, quand c'est fait, c'est fait. Mais par exemple, moi, sur les montres que je restaure, je ne mets pas de marque à l'intérieur. Je fais un suivi, sur un ordinateur, sur un fichier des montres que je révise, mais je ne marque pas à l'intérieur de la montre parce que j'aime garder les choses, voilà. Si le but, c'est pour moi, quand on révise une montre, on ne doit pas voir, bah, le passage de l'horloger sur la montre, on doit la laisser le plus clean possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas marquer les choses à l'intérieur. Et on le voit là, il y a une petite aile aussi là sur le donc on est sur un mouvement Landeron. Donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur un mouvement, j'ai d'autres montres aussi que j'ai faites de chez Angelus avec leur propre mouvement, mais là on est sur un mouvement Landeron qu'ils ont mis à l'intérieur de la montre et je pense que c'est une montre, je le vois aussi comparé à d'autres montres Angelus sur lesquelles j'ai travaillé. Hem, le modèle de montre est plus moderne, donc sans doute à la fin de leur, plutôt vers la fin de leur existence, de la société. Ils ont peut-être, plutôt que d'utiliser leur propre mouvement, ils ont peut-être fait appel et acheté des mouvements, Landeron. C'était peut-être plus économique, surtout comme je vous l'ai dit, pendant la crise, du quartz qui a été très dure sur, toute l'industrie horlogère suisse et française d'ailleurs ou ailleurs. Donc peut-être par souci d'économie aussi, ils ont opté en fin d'existence sur des mécanismes plus classiques et sans doute, bah, beaucoup moins coûteux à produire. Heu, donc c'est pour ça qu'ils ont sans doute choisi c'est équiper certaines de leurs montres avec des mécanismes, Landeron et non plus les mécanismes, heu, Angelus qui peuvent équiper certaines montres. OK, donc là j'ai démonté le barillet, on sort le ressort. Donc là c'est pareil, on va tout nettoyer, on réutilisera parce que le ressort a l'air plutôt en bonne, condition. Donc là, ouais, un ressort qui est quand même assez long. Donc on est sur une, montre manuelle, bien sûr, on l'a vu, hein, c'est pas un chrono automatique. Il y a pas de masse oscillante dessus. Là, on voit le ressort, il a plutôt une belle forme, donc on va sans doute le réutiliser et ensuite, vous voyez là, sous le pont de barillet, il y a quelques pièces, donc notamment le cliquet justement, qu'on a désarmé pour enlever la puissance et on a la roue de couronne, la roue de couronne qu'on va démonter. Là, on a le petit ressort qui va avec le cliquet. Voilà, vous voyez ces 2 petites vis là qui tiennent la roue de couronne et qu'on va démonter. Bien sûr, toujours pareil pour bien nettoyer les pièces, parce que voilà, dessous, normalement, ça, c'est des pièces, qui sont huilées dessous, entre les pièces. Donc pour bien les nettoyer, bah, il faut les démonter pour que quand on les mette dans la machine, le nettoyage soit le plus efficace possible. Voilà. Donc là, on va placer toutes les pièces dans ce petit panier et ce panier, on va le mettre je vais le mettre j'ai une machine pour nettoyer les montres, une machine Elma. Pour nettoyer toutes ces pièces-là. Donc le nettoyage se fait en plusieurs étapes. Une étape de nettoyage, 2 étapes de rinçage et la dernière, c'est une étape de séchage. Et donc là, j'ai remonté le ressort avec un outil de Burgeon et je l'ai repositionné dans le barillet. Donc vous voyez, il y a de la graisse aussi. J'utilise une graisse spéciale, la 8200 de chez Mobius pour, graisser les ressorts. Je remets l'arbre de barillet qui lui aussi va être lubrifié sur les points qui vont être en contact des 2 côtés du barillet et là, je pense que je l'ai mis à l'envers. Voilà, là, il est du bon côté. Il y a un moyen assez simple, vous avez un petit crochet là sur le flanc, de l'arbre de barillet et ce crochet, doit venir engager avec le ressort, avec, la fin du ressort où il y a un petit trou dans le ressort. Donc c'est comme ça aussi que vous pouvez voir si le crochet engage est du bon côté avec le trou, c'est que voilà, le barillet est dans le bon sens. OK, je le ferme avec ce petit outil là de chez Eurotech. Voilà, le barillet est prêt. On va pouvoir se focaliser sur on va huiler les 2 rubis qui se trouvent, heu, autour du balancier, autour de l'axe du balancier. Donc d'abord, on fait un petit traitement, je fais toujours un petit traitement, sur ces rubis-là, dans l'épilamme. Donc l'épilamme, c'est un produit qui va
traiter, qui va venir se déposer sur la surface pour que justement cette petite goutte d'huile là que je suis en train de mettre reste centrée et que l'huile en fait, ne glisse pas sur la pièce et donc on ait eu un point d'huile qui reste bien concentré à l'endroit où on l'a mis. Comme ça, on aura une meilleure présence de l'huile au centre et c'est là où le point de pivot et le point de pivot va venir sur le rugby. Donc c'est pour ça qu'on fait ce petit traitement épilame là sur cette, il y a d'autres pièces aussi où on verra où on met de l'épilame et là je le remets et je remets le petit ressort dessus qui sert de système, choc, donc contre les chocs pour pas qu'on casse l'axe justement du balancier et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va ouvrir ce petit ressort. Là, j'aime bien utiliser une pince à diamant là qui sont super fines. Avec ça, j'ai une bonne dextérité pour ouvrir le ressort et pour attraper aussi, même si j'ai un petit peu de mal, pour attraper le rubis, voilà. Et là, on va faire la même chose. On va le traiter dans l'épilable. On va mettre une petite goutte d'huile au centre. Et ensuite, on va remonter tout ça, mettre le chaton par-dessus. Et la goutte d'huile va être piégée, si vous voulez, entre les deux pièces, là. Et on va le remettre sur l'axe de balancier et refermer, toujours pareil, le petit ressort dessus qui vont protéger l'axe de balancier contre les chocs. Si vous voulez, ça fait office d'amortisseur, comme sur une voiture. L'axe de balancier peut bouger de haut en bas très légèrement sur ce ressort et ça fait office d'amortisseur. Donc un choc aura beaucoup moins de chances de venir casser l'axe de balancier qui est assez compliqué à changer. Et c'est une étape supplémentaire à faire quand on révise une montre. Et donc ces petits chocs-là, ces petits ressorts, c'est des choses qui ont été mises en place à la fin des années 40, qui ont été créées à la fin des années 40. Donc les montres avant, souvent, il y en a pas et c'est assez commun, des fois d'acheter des montres, en mauvais état où, le l'axe de balancier sera cassé. Parce que justement, la montre aura subi des chocs et dès que l'axe de balancier est cassé, la montre, elle tourne plus ou si elle tourne, il faut vraiment avoir de la chance pour qu'elle tourne. Alors là, l'heure, elle tiendra pas l'heure, ça c'est sûr et certain. Ça sera n'importe quoi. Et il faut changer, forcément, il faut changer l'axe de balancier. Donc voilà, maintenant on va commencer à remonter la montre. Donc d'abord, vous voyez, je vais réassembler les pièces qui étaient sous le pont de barillet. Donc avec le cliquet, mis le ressort, on a mis le cliquet en place. Là, vous voyez, je viens huiler les pièces où il va y avoir du contact métal contre métal, justement pour que les pièces puissent bouger entre elles librement ou le plus librement possible en réduisant la friction, ce qui améliorera l'amplitude de la montre, et aussi pour éviter que les pièces elles s'usent. Donc ça, c'est les deux raisons pour le graissage d'une montre. Donc les pièces s'useront beaucoup moins vite si elles sont huilées correctement et à intervalles réguliers. C'est pour ça qu'il faut faire des entretiens de vos montres à des intervalles assez réguliers. Ok, donc là je remets le barillet et là on commence à remontrer la montre avec le rocher qui vient dessus. Là on est en train de mettre la roue d'échappement, puis on va continuer à mettre les autres roues jusqu'à la roue de centre. Là, vous voyez, j'essaie de les aligner sur leur point de pivot. Hop, ça y est, elle s'est mise en position là. Voilà. Bien mettre une goutte d'huile sur le point de pivot de la roue de centre. Vous voyez, il n'y a pas de rubis là sur la roue de centre, donc ça dépend des mécanismes. Mécanismes avec des rubis, des mécanismes sans rubis. Forcément, c'est mieux d'avoir un rubis, parce qu'un rubis, c'est une matière synthétique. Alors, c'est pas des vrais rubis, mais c'est une matière qui est super dure. Donc, c'est une dureté qui est juste en dessous de celle du diamant. Donc, forcément, c'est des pièces, enfin, il n'y aura pas d'usure. Et souvent, vous voyez, sur les roues de centre, comme sur les barillet d'ailleurs, où il n'y a pas de rubis, on peut voir que des fois, des montres, après un certain temps, il y a un jeu qui se développe entre la roue ou le barillet et le plateau, ou le dessus ou le dessous, peu importe. Et ça, c'est pas bon parce que s'il y a du jeu, ça veut dire que la roue peut se mettre, peut prendre un angle, elle peut toucher une autre roue qu'elle ne doit pas toucher, et ça va rajouter de la friction et ça va détruire l'amplitude de la montre. Donc forcément, il y a des moyens pour réparer ça, hein. Même si c'est vraiment trop excessif, on peut rajouter un rubis sur une montre qui n'a pas d'origine, qui a pas de rubis à la base. C'est-à-dire il va falloir agrandir le trou
mettre un rubis du bon diamètre, extérieur et intérieur et ensuite on sait que là, la pièce, une fois que le rubis sera installé, l'usure, sera nulle parce que voilà, c'est des comme je l'ai dit, c'est un matériau qui est super, super dur. Mais après, un petit peu comme les marques, c'est vraiment enfin pour moi, c'est vraiment une des dernières solutions parce que voilà, on dénature un petit peu la montre à l'origine. C'est-à-dire que c'était une montre, par exemple, sur cette montre-là, qui est faite, sans rubis, qui a un nombre de rubis. Alors je pen de mémoire, celle-là, c'est 17 rubis. Si on vient rajouter des rubis, on n'est plus sur le mécanisme d'origine. Donc c'est pour ça, il y a des moyens aussi de le réparer en réduisant la taille du trou, mais comme ça on rajoute pas de rubis et on maintient le système d'origine, si vous voulez, de la montre. OK, donc je viens remettre maintenant de l'autre côté, côté cadran. On va assembler toutes les pièces. Donc là, je viens mettre la tirette en place qui est vissée, qui a une vis de l'autre côté. Donc on va venir mettre en place. Ça, c'est assez compliqué à faire. On la tire avec un doigt et on visse de l'autre côté la vis de tirette. Bien lubrifier tous les points. Alors ici, on utilise une graisse plutôt sur certains contacts. Parce que voilà, c'est des pièces qui vont avoir beaucoup de force entre elles. Là, vous voyez, après cette pièce, la tirette, on va installer un ressort et ce ressort est assez fort, donc ça exerce beaucoup de pression entre les pièces. Donc si on veut pas qu'elle s'use trop prématurément, donc là, on utilise plutôt que de l'huile avec une viscosité moyenne, on va utiliser une graisse avec une viscosité forte, justement pour encore plus réduire, encore mieux lubrifier et encore, plus réduire l'effet d'usure sur ces pièces-là. Voilà, donc là, je viens armer le ressort dont je vous parlais qui est assez f c'est sans doute, à part le ressort forcément qui est dans le barillet qui est un très gros ressort, mais sur les ressorts du mécanisme, c'est sans doute le ressort le plus fort souvent, le plus costaud sur une montre. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette graisse-là. Voilà, on vient remettre les roues des minutes et par-dessus, on vient rajouter cette pièce-là qui sert à la fois pour maintenir les pièces en position et à la fois c'est un ressort aussi, vous voyez avec ce bras-là articulé, ce bras qui est long, qui vient sur la tirette en bas. En fait, il fait acte de ressort. Donc on vient mettre, voilà, les 2 vis et on va vérifier et voilà, si tout on a les 2 positions pour changer l'heure et pour remonter la montre, parfait. Tant qu'on est de ce côté, on va lubrifier les rubis, donc on fait ça des 2 côtés. On va venir installer l'encre en position, voilà, l'aligner sur le rubis du bas. On va mettre le petit pont d'encre sur le dessus ici pour aligner, bah, pareil, on va aligner le point de pivot avec le rubis du haut. Et là, on va délicatement, surtout ne pas mettre trop de pression sur ces pièces-là parce que les points de pivot sont ultra fins et vous voulez pas, bah, si vous appuyez trop, vous allez les casser ou les tordre et ça, c'est dramatique. Et voilà, donc là, on va remonter maintenant qu'on a mis on va remonter la montre. Je vais mettre un petit peu de puissance à l'intérieur de la montre et là, on voit clac, 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 clac. Vous voyez quand ça tourne, quand je touche comme ça veut dire que la puissance arrive bien jusqu'à la pièce. Donc c'est un des premiers checks. Là, je suis en train de lubrifier Heu, les rubis au bout et là, le moment de vérité, on va remettre le balancier en place et voir si la montre va bien ouais, super, on a une montre qui a démarré. C'est toujours le moment un petit peu quand et on voit là, ça a l'air de plutôt bien tourner et c'est pareil à force avec l'habitude, on voit quand une montre démarre ou on voit que là, ça tourne bien et que l'amplitude, c'est-à-dire le mouvement de rotation de droite à gauche est plutôt assez long, et assez rapide. Donc là, on a sans doute une montre qui tourne mieux que ce qu'on avait au début. Après, la question, c'est de combien et ça, on verra à la fin, une fois qu'on la met sur le time grapher. Voilà, donc là, maintenant qu'on a un mécanisme de base qui est complètement assemblé, c'est-à-dire que là, on a une montre qui est capable de donner l'heure, si on veut, mais on n'a pas la fonction chronographe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par-dessus, on va venir assembler, toutes les pièces, du chronographe. Donc une complication, comme on appelle ça, voilà, c'est une complication, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de supplémentaire qu'on rajoute, à une montre qui donne l'heure. On vient y rajouter une fonction de chrono, donc pour pouvoir mesurer un laps de temps, entre, voilà, entre, 2 moments
Donc vous voyez, on vient assembler d'abord, il y a plusieurs niveaux et c'est pour ça aussi, 2 choses sur les chronos. Première chose, sur un chronographe, il y a beaucoup plus de pièces que sur une montre classique. Donc quand vous travaillez, si c'est la première fois que vous travaillez sur un chrono, filmez-vous, prenez des photos parce que vous allez avoir beaucoup plus de pièces, donc forcément beaucoup plus compliqué à remettre et pour savoir aussi dans quel ordre les remettre, dans quel sens les remettre. Donc prenez des photos si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez des vidéos et ensuite la 2e chose, c'est les vis. Vous allez avoir beaucoup de vis sur un chronographe. Vous voyez par exemple la vis que je suis en train de remettre et pratiquement chaque vis est différent. Elles ont toutes des petites différences avec, des longueurs différentes, des hauteurs différentes. Il y en a qui ont des petits allésages, parce que elles servent de point de pivot. Donc quand vous démontez un chronographe, remettez les vis là où vous les avez enlevées et vous nettoyez le mécanisme avec les vis dessus, ça c'est pas grave et quand vous remontez le chronographe, ce que vous faites, c'est vous enlevez la vis, mettez la pièce, remettez la vis. Comme ça, vous êtes sûr à chaque fois, d'utiliser la bonne vis sur la bonne pièce. Et là, vous voyez, je remonte. Vous vous souvenez la roue que j'avais enlevée avec l'outil spécial? Donc, vu qu'elle est montée en friction, là, c'est pareil. Je l'ai mis sur le point de pivot et vous voyez qu'elle tourne. Cette roue, elle tourne tout le temps. C'est celle qui va driver, en fait, le mécanisme du chronographe. Donc, je l'ai montée, je l'ai mis, j'ai appuyé avec mon outil pour monter les aiguilles pour la mettre et après, il faut la régler à la bonne hauteur. Vous voyez, avec l'embrayage, donc là, c'est la petite roue que je suis en train de monter avec le bras qui peut tourner. Il faut que les 2 roues soient à la même hauteur. Donc, souvent, je la mets en position et après, ensuite, je viens ajuster la hauteur, appuyer un peu plus s'il y a besoin pour qu'elle soit exactement à la même hauteur que la roue qui est sur l'embrayage. Donc là, on est sur un chronographe à cam et pas un chronographe à colonne. Donc, vous voyez, c'est cette pièce ici, en fait, qui est un petit peu le cerveau du chronographe qui va venir, quand on va appuyer sur les boutons, indexer tout le mécanisme, c'est-à-dire, démarrer le chronographe, arrêter, remettre à zéro le chronographe. Donc là, je viens lubrifier tous les points aussi parce que voilà, cette pièce-là va avoir beaucoup de points de contact sur cette pièce, des ressorts, les pièces forcément pour donner l'information et pour passer l'information, si on veut, aux roues du chrono. Voilà, on vient visser tout ça et là, je viens lubrifier dessous, les pièces qui vont être en contact. Ça, c'est les marteaux qui vont venir taper en fait les roues, donc minutes et secondes du chronographe, quand on va les remettre pour les remettre à zéro. Là, on a ce petit ressort là, c'est toujours j'aime pas cette pièce là, parce que vous voyez avec ce petite vis là, qui est juste à côté du balancier, normalement je devrais arrêter le mécanisme pour arrêter le balancier. Voilà et là maintenant on va venir installer les roues du chrono. Donc là, ça c'est la roue des minutes. Vous voyez avec la came en forme de cœur dessus, qu'on vient lubrifier et c'est cette came là en fait qui va on a le marteau qui va venir taper dessus pour, quand on veut resetter le chrono à zéro. Et si on veut, la roue, elle va toujours se positionner sur la partie plate de la came. Et la partie plate de la came, ça veut dire, c'est là qu'on va mettre les aiguilles sur la position zéro du chrono. Voilà, donc là, on va mettre, pareil, la dernière pièce qui vient venir tenir les 2 roues du chrono. Parfait. Et ici, donc on a les pièces qui sont connectées au bouton poussoir, que ce soit le bouton, pour démarrer, et arrêter le chrono ou la deuxième qui va être, pour, stopper le chrono. Voilà, on a une vis, il me semble, avec, 3 traits dessus, vous voyez? Il y a 3 traits sur cette vis. Donc ça veut dire que la vis, le filet est, dans le sens inverse d'un filet normal. Donc toujours bien avoir ça à l'esprit. Quand vous voyez une vis avec, 3 traits dessus et maintenant qu'on a installé les pièces, je viens installer les ressorts, justement pour mettre la tension et armer, le système de chronographe. Donc là, on a le premier ressort qui vient sur la came. Vous voyez, on a un ressort qui vient autour de cette vis. On va armer d'un côté et qu'on va mettre en position aussi de l'autre. Voilà et on voit là, hop, ça a mis de la tension dans le mécanisme. Ici, on a ce petit ressort là qui est tenu en place. On voit là, il y a un trou où l'extrémité du ressort vient se mettre et l'autre, on va mettre une vis. Donc ça, c'est le petit ressort qui va aller contre, l'arbre là qui sert d'embrayage pour le chronographe, donc pour connecter et déconnecter
le chrono si on veut pour l'arrêter, le stopper. Si on a un petit ressort, alors on voit le ressort il est un petit peu tordu là, pour, le jump, le saut là des aiguilles des minutes sur le chrono. OK, donc maintenant le mécanisme est assemblé, on va regarder un petit peu le boîtier. Donc j'aime toujours nettoyer les boîtiers un petit peu avant avec, un morceau de bois, enlever, tout ce que je peux enlever. On voit que là, le est quand même assez sale et ensuite on va mettre tout ça dans une machine à ultrasons pour vraiment finir de nettoyer le boîtier et enlever toutes les impuretés. Le boîtier est pas en trop mauvais état, il y a pas de grosses rayures, hem, ou de gros, donc je vais pas le polir, je vais le laisser comme ça. Pareil, comme on a dit, le cadran, je peux pas faire grand chose sur la peinture, donc je vais juste faire un petit polish sur les indices des heures qui sont dorés, donc pour les faire un petit peu briller. Voilà, avec le petit stylo là, avec un petit embout en chamois ou, cuir qui vient polir légèrement. On va faire la même chose sur les aiguilles, un petit polish sur les aiguilles pour avoir, voilà, un aspect un peu plus brillant. On va faire ça sur toutes les aiguilles, donc les aiguilles du chrono, mais aussi les aiguilles, pour, voilà, pour les heures et les minutes. Voilà l'aiguille des minutes maintenant. OK, donc on va mettre la roue des heures. On va venir l'aligner dans l'engrenage. Voilà, le petit ressort ici et on va pouvoir replacer le cadran sur la montre. Venir aligner tout ça. Voilà. Il est pas encore complètement en position et une fois qu'il est en position, bien sûr, on va serrer les petites vis qui servent à maintenir les pieds du cadran, en position. Donc voilà, elles sont dessous. On va serrer une et la deuxième. Comme ça, le cadran maintenant, il bougera plus et on va revenir mettre les aiguilles. Donc d'abord, on va mettre l'aiguille des heures. Donc là, on n'a pas de date, donc on peut mettre l'aiguille des heures où on veut, à quelle heure on veut. On va venir la presser en position. On va l'aligner sur minuit et on va mettre l'aiguille des minutes aussi alignée sur minuit. On peut l'aligner sur n'importe quelle heure, mais c'est vrai qu'en général, on l'aligne plutôt sur minuit, mais on peut aligner ça sur n'importe quelle heure, c'est pas grave. Venir la presser en position. Ensuite, on a cette petite aiguille des secondes. Donc ça, c'est pour les secondes du pas du chronographe, mais les secondes de l'heure, si on veut. Elle s'arrête jamais, elle tourne tout le temps, cette petite aiguille des secondes. Ensuite, on va monter l'aiguille des secondes, mais celle du chronographe. Donc celle-là, on va bien l'aligner. Donc ce qu'on fait toujours d'abord avant de monter les aiguilles du chronographe, c'est on démarre le chronographe, on l'arrête et surtout on fait le reset. Donc quand on est à reset, ça veut dire que l'aiguille des secondes ou l'aiguille des minutes d'ailleurs est sur la position de 0. Donc ici, c'est sur 12 heures. Donc on la met sur 12 heures et on vient presser légèrement en position. On fait exactement la même chose sur ce chronographe qui a une aiguille des minutes. Et s'il avait dit une aiguille des heures ou autre, on ferait pareil sur le compteur des heures. Donc vous voyez, je viens de l'aligner et je presse juste dessus. Voilà. Et ensuite, on vient réemboîter tout ça. Donc j'ai remonté un nouveau cristal sur le boîtier qui a été nettoyé dans la machine à ultrasons. Donc c'est assez compliqué à mettre en position. Mais quand c'est sorti, c'était assez serré. Donc là, c'est un petit peu la même chose pour remonter. Donc on va venir, et j'utilise toujours un outil en plastique ou en bois pour pas rayer le mécanisme. Donc on va venir gentiment appuyer jusqu'à ce que le mécanisme tombe en position dans le boîtier. Je vais le regarder, voir si des fois il y a des montres où il y a des rainures, si vous voulez, dans le boîtier et ça doit être aligné d'une certaine manière ou ça doit être mis dans un certain ordre et j'avoue que celui-là était quand même assez compliqué à mettre en place, il était assez serré, mais c'est rentré et voilà, on a le chronographe, on voit qu'il tourne, les minutes qui sautent, parfait. Et puis ce qu'on va faire, on verra bien faire un petit reset et normalement tout doit revenir sur 0. Donc c'est comme ça qu'on vérifie si on a bien mis les aiguilles du chronographe. Donc à voir si ça revient bien sur 0. On arrête et le 0. Parfait. Je voulais vous dire, avec Eurotech, c'est les tournevis que j'utilise. Eurotech fait un petit concours de Noël
qui vous permet de gagner un set de ces magnifiques tournevis qui sont superbes et très pratiques, et en main, ils ont une tenue exceptionnelle et j'adore les couleurs. Donc je vais mettre un petit lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez aller rentrer au concours de Noël sur la page d'Eurotech. Et voilà la montre, donc le résultat sur le Time Grapher, on voit que la montre a une amplitude, vous vous souvenez, elle était à 160-170, maintenant elle a une amplitude de 294, qui est superbe. Un bit error qui a 0, super parfait. C'est toujours difficile de régler les bit errors, et on voit la montre tourne entre -2 plus 3 secondes, qui est très acceptable pour une montre de cet âge. Super content avec le résultat et surtout avec cette amplitude qui est remontée. Voici le produit fini, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye.